Merci Christine, on a eu un petit délai, la technique, les studios, on a eu des problèmes. Coucou Alex, qui est là, voilà. Alexandre, lui, il sait puisqu'il utilise déjà StreamYard. On a eu des soucis techniques à la départ à l'allumage. Christine a eu des problèmes de réseau. Nous sommes tous là. Nous sommes avec Christine. Merci, bonjour à toi. Merci d'être avec nous. Je te laisse te présenter. Donc, vas-y, pitch à toi. Qui tu es? Dis-nous, on t'écoute. Eh bien, je suis à Lille, je suis Christine Rettery et eh bien, j'ai été gestionnaire locatif pendant 9 ans sur Lille et est venue l'idée donc de Kimo. Voilà, Kimo qui est présenté aujourd'hui comme une plateforme qui va aider les propriétaires comme les locataires à retrouver des informations collectées par les gestionnaires locatifs, donc les agences immobilières. Donc, ta clientèle, donc en fait, tu as passé une bonne partie de ta vie dans la gestion locative, c'est ça? Et Oui. Dans ce milieu, tu as vu des soucis, des choses qui ne te plaisaient pas, des moyens d'améliorer la relation, de ce que je comprends. Et Ça. tu dis, je vais monter ma boîte, c'est ça? Exactement. Eh bien, le parcours, c'est que je suis arrivée sur l'île en tant que locataire. D'accord. Et quelques 4-5 mois plus tard, je reçois une régularisation de charge. Et là, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, je suis allée essayer de faire valoir quelques droits, je ne savais même pas lesquels, dans mon agence locative. Et j'avais qu'un interlocuteur, c'était la personne qui m'avait fait signer le bail. Donc je suis allée la voir en disant mais qu'est-ce que c'est je ne comprends pas. J'ai jamais vu une régule de charge. Pourtant ça fait 10 ans que je suis locataire. J'ai jamais vu ce papier-là. Et puis en attendant les explications qui devaient arriver, pour temporiser la conversation qui était, j'y suis allée quand même en mode je veux des explications. Et elle me temporise en me disant qu'est-ce que vous faites sur l'île, etc. Je lui dis que j'étais en attente de trouver un nouvel emploi, de jauger un peu la région et que j'étais comptable, secrétaire commerciale, etc. Puis elle me dit mais nous on cherche un comptable. Est-ce que ça vous dérangerait pas de voir notre responsable gestion en comptabilité? Oui, bien sûr. Et 10 minutes plus tard, j'ai eu mes explications sur les régules de charge et un entretien qui s'est fini par une embauche. Voilà, c'était une belle histoire. Et c'est d'un regard complètement extérieur. J'ai jamais fait d'études spécifiques dans l'immobilier et j'ai découvert ce monde incroyable qui a mis j'ai mis beaucoup de temps quand même, bien 6 mois à faire le tour de toutes les tâches à faire. C'est monstrueux, monstrueux. Et au bout d'un moment, quand j'ai pu faire le tour de tout ce qu'il y a à intégrer, ils ont perçu chez moi que je savais retrouver des aiguilles au milieu des bottes de foin. Donc on m'a donné un portefeuille de monopropriété où là, en plus d'être gestionnaire, souvent d'appartements en copropriété, eh bien, c'est carrément l'immeuble que l'on doit gérer. Donc, on travaille main dans la main avec la personne qui est à la maintenance, à la technique. Et puis, on vérifie donc les contrats, tous les contrats obligatoires sur l'immeuble. Et puis établir les règles de répartition parce qu'il y avait des nouveaux immeubles, parce que les propriétaires qui arrivent dans une agence n'ont pas forcément établi les bonnes règles. Donc, on va sur place, etc. Donc, c'était un métier vraiment génial, sublime. J'ai adoré, je l'ai fait avec mes tripes. C'était génial. Voilà. Et puis après, j'ai essayé d'automatiser la relation avec mes propriétaires et surtout avec les locataires
qui, je me doute bien, ne savait pas non plus ce que c'est qu'une régule de charge, comment on doit l'aborder, etc. Parce que les baux ne sont pas Alors lus. dis-nous, Christine, pour les profanes qui sont soit propriétaires, soit en maison et pas en appartement, qu'est-ce que c'est qu'une régule de charge? Moi, je sais ce que c'est, mais vas-y. Alors la régularisation de charge, parlons en français, en bon Yes. français, c'est ça vient après l'arrêt des comptes que l'on fait pour un immeuble, c'est-à-dire qu'on a un budget. On a un budget annuel, on se dit que pour tel immeuble, on a 6 000 € de dépenses. C'est déjà un bel immeuble, hein, entre l'eau, l'électricité, la personne qui vient entretenir régulièrement, les installations d'incendie, de sécurité, les vérifications obligatoires toiture, les ascenseurs, etc. Il y en avoir beaucoup ou assez peu. Et ce budget-là est payé d'avance par le propriétaire. Et quand on a déterminé les vraies charges, c'est-à-dire qu'on a vraiment établi un état des dépenses annuelles, eh bien, on va répartir ces dépenses annuelles sur tous les appartements de l'immeuble. Et en fonction des provisions que chaque locataire aura versées, et aussi une quote-part qui est déterminée par une surface habitée, eh bien, on répartit ces charges. C'est une simple règle de 3. Hein, c'est pas compliqué quand on arrive à ce stade-là. Et donc, on envoie cette régularisation de charges qui peut être un remboursement de trop perçu de charges ou on demande un petit peu plus au locataire. Voilà. Donc, parfois, des hivers sont très rigoureux. La chaudière générale a tourné vraiment très longtemps et beaucoup. Donc, il y aura du chauffage en surplus. Et voilà, ces postes-là sont répercutés à la fin et c'est assez difficile de recevoir ce petit papier qui s'appelle régularisation de charges. Parfois, ça se passe pas très bien. Alors, il faut juste savoir que quand on paye un loyer, c'est en général un loyer plus des charges. C'est peut-être 600 plus 50. Et quand on dit charge, très souvent, on appelle ça charge, mais c'est une provision pour charge. Donc, en fait, le locataire, on lui appelle une provision et non pas ses charges. Donc, c'est ce dont Christine parle, c'est effectivement la régularisation. Donc, cette régularisation, donc, on peut avoir soit un loyer avec une provision, soit un loyer avec des charges complètes. On est d'accord qu'on peut aussi avoir, on peut très bien appeler un loyer avec des charges sans régularisation. Ça veut dire que si le propriétaire se trompe, tant pis pour lui. On peut avoir ces deux cas, on est d'accord. Donc, dans le cas d'une pour charge, tu as combien de temps pour faire cette fameuse régularisation des charges? C'est tous les ans? Explique-nous plus. Oui, tous les ans, ça c'est une règle de base, ça fait partie de la réglementation immobilière. Quand on est en syndic de copropriété, un syndic a 6 mois pour rendre l'état des dépenses et le diffuser aux propriétaires et ou au gestionnaire qui s'occupe des appartements. Pour que le gestionnaire, donc c'est un autre métier, fait cette fois la régularisation de charges, c'est-à-dire donc répartie sur son locataire. Et quand on est en monopropriété, c'est-à-dire quand le propriétaire a un immeuble entier avec plusieurs locataires, ce n'est pas le syndic qui fait ses charges, qui paye et qui établit l'état des dépenses, mais c'est bien le métier de gestionnaire locatif qui s'en occupe. Et lui aussi, normalement, il a à peu près 6 mois, mais je crois que c'est même un petit peu moins, mais ça se vaut. Et ensuite, on n'a plus que 2 mois pour régulariser. Donc, il y a d'abord l'état des dépenses, on a 6 mois, et ensuite, il faut le faire rapidement, parce que c'est chaque année et ça revient très vite, les années. En fait, ça doit être fait, les charges de l'année N doivent être régularisées au plus tard au 31/12 de l'année N+1. Si tu ne le fais pas, en fait, ton locataire, il peut te demander un étalement sur 12 mois. C'est ce que dit la loi. En fait, oui. La problématique, c'est que quand on démarre, tout est bien. Et alors, j'ai fait de la gestion moi pendant 8 ans. Quand tu rentres des lots, c'est bien, c'est génial, tout va bien. On rentre des lots, on est très content. Peu à peu, on commence à recevoir. Alors, au début, on ne paye pas forcément
les charges pour le compte du propriétaire. Donc, d'où l'intérêt en gestion locative de demander, de proposer au propriétaire de dire « Monsieur, je vais vous payer vos charges, comme ça j'aurai directement le décompte de charges ». Donc ça, on l'a une fois par an, le décompte de charges. On l'a au préalable à l'Assemblée générale. Et ça nous permet d'avoir ce qui s'appelle la quote-part locatif. Et dont locatif, c'est le locatif qui est récupérable. Donc on va diviser cette somme par 12 et on va voir si on lui a appelé, mettons qu'on en est pour 50 € par mois, on l'a appelé 60, et bien là, on lui doit 50 €. Donc là, dans ce cas-là, le propriétaire n'est pas content. Et dans ton cas à toi, peut-être qu'on t'a appelé 60 € et qu'en fait, il y a 70 ou 80 €. Et là, le locataire, on doit lui appeler la différence. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on change la provision pour charge. Si elle était de 60, on va peut-être la passer à 70. Le locataire sera doublement pas content. Mais ça fait partie des choses qu'on doit faire et que le locataire est en droit de demander en fait. Et très souvent, les locataires, ils ne sont pas au courant. C'est marqué dans le bail que la provision doit être régularisée tous les ans. Mais les propriétaires, ils oublient. Alors souvent, quand c'est en leur défaveur, ils oublient. Ils s'en rappellent quand c'est en leur défaveur. Moi, il y a deux choses que je demandais, c'était avoir un décompte de charges pour estimer, parce qu'ils sont toujours, quand tu rentres à l'eau, ils sont toujours, ouais, il y en a à peu près pour 50, 40. Tout, vous savez ça, on ne peut pas le savoir. Et je demandais donc un décompte de charges et je demandais aussi les ordures ménagères, enfin une copie du foncier pour avoir la provision pour ordures ménagères que l'on doit récupérer au locataire. Et très souvent, je provisionnais les ordures ménagères. C'est pas funky, tout ce dont on parle là. Je provisionnais les ordures ménagères tous les mois parce que je me retrouvais avec des personnes âgées ou des personnes qui n'avaient pas forcément des gros revenus. Et quand tu leur demandes les ordures ménagères tout de suite, ils n'avaient pas forcément la trésorerie. Et du coup, tu te retrouves à avoir avancé. Donc, personnellement, moi, j'étais dans une transparence totale à être réglo vis-à-vis de mes locataires pour avoir les choses le plus claires pour qu'ils restent dans la durée. Parce que si un locataire, tu lui as, entre guillemets, menti, sous-estimé ses charges, derrière, le locataire, l'année d'après, soit il va arrêter de payer son loyer ou la chose la plus sûre, c'est donner son préavis puis s'en aller. Et ce n'est pas la solution. Donc, en fait, toi, tu as, entre guillemets, mal vécu ça, Christine, dans ton histoire. Donc, tu t'es dit… donc, tu as travaillé combien de temps dans cette agence ? 9 ans et demi. D'accord. Il me manque 6 mois pour avoir la carte G. D'accord. Donc, c'est 10 ans effectifs. 9 ans et demi pour travailler, et après tu te dis, je pourrais faire une solution qui va améliorer ça. C'est ça ? Oui. Donc 9 ans et demi à te dire, là, la relation locataire-propriétaire, elle est pas, enfin, agence, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, c'est ça ? Il y a moyen de mettre de graisser les rouages. C'est à peu près ça, si je comprends ? Oui, c'est graisser les rouages, c'est exactement ça, parce que et avec la multitude de tâches à faire, enfin de missions à accomplir qui s'accompagnent de multitudes de tâches récurrentes et très ingrates entre guillemets, parce que c'est beaucoup de vérification, c'est reprendre des dossiers précédents dans des classeurs qui sont là. Enfin, il y a des recherches, parfois on rappelle d'autres personnes extérieures. C'est très pénible. Le locataire reçoit donc des documents qui sont parfois drastiquement présentés, c'est-à-dire que, comme la régule que j'ai reçue, elle n'était pas expliquée, d'où viennent ces chiffres, est-ce qu'il ne s'est pas trompé, c'était du brut de décoffrage incroyable. Donc, j'ai estimé que le locataire aussi doit savoir que sa consommation excessive d'eau, elle est juste due parce qu'il prend des bains tous les jours et qu'il a hérité des provisions de charges du précédent locataire qui, lui, prenait des douches. Donc, chacun vit d'une manière différente. Donc, les charges sont forcément adaptées à sa façon de vivre. Et ça, tout doit être expliqué de manière bienveillante surtout au locataire pour qu'il accepte d'assumer ces charges de consommation, parce qu'en réalité, c'est des charges de consommation. Voilà. Dans cette agence, dans ton agence, tu ne donnais pas un guide du locataire, vous ne donniez pas un guide pour informer le locataire ce que c'était que les charges ? Alors moi, je n'étais pas à la location. Je voyais le bail que les locataires avaient. Juste le bail, on l'épluchait pour faire les
décompte de remboursement de caution. Donc je voyais pas le début, et même quand je suis arrivée dans cette société, enfin dans cette agence, j'en ai pas eu, non. Tout était écrit sur le bail, et effectivement on ne le lit pas. On doit en compta répéter les choses de manière adaptée au locataire. Et pour ça, j'avais créé un Excel. Bon, c'est un tableur qui vaut ce qu'il vaut et qui est vraiment très performant. Et j'avais des textes qui correspondaient à tel locataire créditeur ou tel locataire débiteur, qui proposait un échéancier de paiement parce qu'on ne réclamait pas les sous tout de suite quand ils étaient débiteurs. Il fallait... Ben voilà, ça j'avais la main, je pouvais le faire. Voilà, proposer des échéanciers, m'adapter aux locataires pour des dus. Mais donc au quotidien, c'était des relations pas forcément fun entre guillemets avec les locataires, c'est ça? Tu avais, de ce que je comprends, c'était quand ils venaient te voir, comme toi quand tu es allé les voir, c'était plutôt sur un mode agressif. Attendez, je comprends pas. Donc tu étais souvent, oui, entre guillemets, agressif. Enfin, ta relation avec les locataires n'était pas ce qu'il y avait de meilleur. C'est ça ou pas? Oui, au début, c'était ça parce que je prenais les documents que mes collègues m'ont donnés et je ne pouvais pas faire autrement. Mais après, j'ai fait mes propres documents avec les explications qu'il fallait. Et mon téléphone, eh bien, ne sonnait plus. J'avais plus de locataires qui râlaient au téléphone, etc. Et au bout de plusieurs mois, mes collègues m'ont dit « Mais comment non? Pourquoi toi, tu n'as plus de problème avec tes locataires ni tes propriétaires ?» En fait, j'en savais rien. C'était pas le but visé, mais c'était la conséquence que mes collègues m'ont aidé à faire comprendre. Je l'ai compris parce que ça s'est remarqué. Donc, je leur ai présenté mes façons de travailler, ma façon de travailler, et puis ils n'ont pas été très contents, pas très chauds à utiliser mes tableurs. Et du coup, c'est là qu'est venue une idée de plus rapide, plus synthétique, plus facile à comprendre, une meilleure expérience client, enfin tout un mélange. Et je suis tombée dans la solution du digital, ou en tous les cas, avec nos nouvelles technologies, on peut faire beaucoup, encore mieux qu'un tableur, et présenter les choses à dimension de la tâche et personnalisée au locataire qui va pouvoir recueillir l'information. Donc c'est là que tu t'es dit, je peux quitter mon agence, et enfin ça a germé dans ton esprit de te dire je pourrais créer Kimo, c'est ça? Dis-nous Voilà. D'où est arrivée l'idée entre je suis dans mon agence salariée et je vais sauter en parachute entre guillemets. Explique-nous. C'était un beau saut en parachute parce qu'au départ, je voulais faire un super Excel parce qu'il n'y avait que ça que je connaissais. Et ensuite, en cherchant, en discutant à l'extérieur, c'est là qu'est née l'idée, enfin l'introduction du digital comme un logiciel et tout ça. Mais moi, je ne suis pas digital, je ne sais pas coder. J'ai essayé d'apprendre Python, mais bon, Python, c'est pas très adapté. C'est pas très adapté. Et puis, donc j'ai appris, je suis rentrée dans un incubateur où j'ai appris la vision de gestion de projet avec des développeurs informatiques. Et après, tout ce qu'on doit apprendre en tant qu'entrepreneur. Et ça a été un saut, c'est un saut en parachute. C'était incroyable. Et puis, petit à petit, donc j'ai créé un MVP, ce qu'ils appellent quelques outils, quelques propositions rapides pour permettre la relation entre l'extérieur, propriétaire-locataire, avec le gestionnaire.
Et bien évidemment, j'ai rajouté quand même la mission de soulager le gestionnaire parce qu'il faut vraiment en parler. Leur travail est vraiment ardu. Il est vraiment ardu. Donc, il faut soulager tout le monde. Tout le monde en tant que gestionnaire et étayer tout ce qu'un gestionnaire peut faire pour un locataire ou propriétaire, expliquer les dépenses, etc. Voilà, donc il faut faire d'une pierre trois coups. Et du Christine, coup, ça a donné Kimo. C'est une interface un peu, on peut dire, un intranet où il y a les trois regards, c'est-à-dire la location, la maintenance technique et la compta gestion, qui peut retrouver l'ensemble des dossiers clients. D'un autre côté, un extranet, si on peut dire, avec le propriétaire d'un côté, le locataire de l'autre, qui ont tous les deux visu sur leurs biens, là où en est les choses par rapport à l'appartement, qu'il faut préserver aussi. Hein. Et le locataire a son dossier sous les yeux, il peut voir ses appels de loyer, il peut transmettre aussi des documents, des dossiers CAF, on va lui appeler aussi des documents récurrents comme ses primes d'assurance. Chaque année, il doit les soumettre. Il doit aussi donner au service technique ses relevés des compteurs, par exemple, d'eau, d'électricité, peu importe. Il y a plusieurs interactions ponctuelles dans l'année entre le gestionnaire et le locataire surtout. Et ça permet justement cette liaison. Eudes, tu avais une question? oui, Christine, j'avais une question pour toi. Tu dis que du coup, lorsque tu as commencé, tu as montré ton fichier Excel à tes collègues de l'époque, ils ont été réticents, ils ne souhaitaient pas travailler avec ça. Et toi, du coup, tu as commencé un petit peu à aller travailler dans ton coin et tu as eu l'idée, voilà, de créer cette interface. Tu t'es pas dit que… Déjà, première question, qu'est-ce qui les a dérangés? Est-ce que c'est la peur du changement? C'est le fait qu'ils ont une manière de travailler et qu'ils ne veulent pas modifier cette manière-là? Première question. Et deuxième question, toi, ça ne t'a pas freiné? Comment tu étais convaincu que ce que tu faisais, c'était la bonne manière? Et qu'est-ce qui te pousse à prendre finalement le risque? Parce que tu es quand même dans le milieu où, en théorie, si ce que tu développes, c'est pertinent, tu es censé te dire qu'ils seront très contents de le tester pour toi. Mais toi, tu trouves le courage de te dire qu'ils sont peut-être dans l'erreur, qu'il y a peut-être quelque chose qu'ils ne voient pas, et tu pars pour aller le créer. Eh bien, pour répondre à ta première question, vraiment, ils ont été rebutés parce que Excel, c'est compliqué. Les petites règles de 3, les petits calculs, ça se fait à la main par les anciens parce que moi, j'ai connu des personnes qui, c'était leur premier travail. Ils ont vécu toute leur vie en tant que gestionnaire. Ils ont peut-être migré de la loc à la technique à la compta, etc. Mais c'était leur premier métier, les mettre sur Excel avec toutes les données, toutes les formules de calcul, c'est un choc. Déjà, le logiciel qu'on utilisait méritait une formation par la société qui nous louait le logiciel. Et franchement, c'est pas facile. C'est pas toujours facile. Voilà. Quand on est jeune, on peut comprendre si on a fait de la compta avant. Et quand on avait des stagiaires, il fallait tout leur expliquer, mais tellement de temps que la fin du stage arrivait et puis voilà, ils n'avaient rien pu faire. C'était trop long, trop lourd. Excel, c'est la même chose, trop long, trop lourd. Voilà, c'est pour ça que j'ai exclu l'ensemble. Ça faisait des frictions, ça faisait peur aux collègues. Donc, ce n'était pas la solution. Je l'ai rejeté d'un bloc. Et pourquoi il y avait une solution à trouver? C'est que la gestion locative est hyper complexe. Être à la loc, c'est un métier. Être à la maintenance technique, c'est un métier. Être à la compta-gestion, c'est un métier. Quand une agence s'est organisée en interne en différents services, il y a le problème, et ça c'est dans toute entreprise pareil, c'est que il faut faire un pivot,
il faut qu'il y ait une interaction entre les services pour que le dossier migre d'un service à l'autre sans perte d'information. Et ça, quand on travaille au papier, eh bien, il peut y avoir des erreurs. J'en ai vu des erreurs du style, je rembourse par exemple la caution d'un locataire et je le rembourse au locataire. Ouais. Sauf que en réalité, fallait le rembourser à l'organisme qui lui a prêté la caution, le dépôt de garantie de départ. Voilà, ce genre d'erreur, ça ne se fait pas. C'est pas possible. En compta, on ne doit pas se tromper. 1 centime, c'est 1 centime. Quand l'erreur est humaine, et ça, on peut pas. Voilà, l'humain a des failles parce qu'on doit travailler rapidement. Et en compta, on le sait, on doit faire toutes les vérifications et on ne peut pas exécuter notre mission si tout n'est pas vérifié en amont. Donc, il faut tout prendre en compte, du coup. C'est-à-dire que la plateforme qui pouvait être faite devait tenir compte de l'ensemble des documents qu'il y avait besoin pour faire chaque mission, de tout le monde, hein, pas rien qu'à la compta qui est à la fin de la chaîne. Toute la chaîne devait être respectée jusqu'au bout, y compris prendre en charge et donner du temps au logement qui lui rapporte des sous au propriétaire. Il va aussi offrir son toit à une famille. Il mérite un peu aussi de considération et de protection. Donc, le locataire a changé. Il aimerait être plus indépendant. Et puis, on ne doit pas lui dire tout le temps ce qu'il doit faire. Il n'apprécie pas vraiment qu'on lui parle de cette façon-là. Donc, il faut le laisser un peu en autonomie. Et justement, cette plateforme, Kimo, peut lui donner en amont des informations, donc anticipées, pour qu'il puisse se prendre mieux en charge sur tous les volets du locataire. C'est-à-dire prendre soin de son appartement, comment déclencher sa chaudière en septembre ou octobre, un samedi soir, sans attendre les horaires d'ouverture de l'agence, voilà, et être plus indépendant et donc responsable. Parce qu'au final, quand on laisse faire les choses, quand on donne une voix à quelqu'un, il va la prendre et le faire lui-même. Et de manière content, enfin il sera content, voilà. Du coup, la volonté, c'était vraiment de pouvoir redonner une autonomie au locataire et la possibilité de faire les choses par lui-même sans être derrière son dos. Et de l'autre côté, comme tu l'as dit, de respecter le propriétaire qui offre un toit en lui fournissant aussi les bons outils. Voilà. C'est ça, d'accord. Lui, okay. Oui. D'accord. Lui, Je t'en prie, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie, continue. Et donc, pour développer la solution, du coup, tu rejoins un incubateur. Donc là, tu développes ton MVP. Et à ce moment-là, tu es toujours toute seule ou il y a d'autres personnes qui te rejoignent dans l'aventure? Et est-ce que, du coup, ce que tu développes en premier, c'est directement Kimo ou alors il y a autre chose d'abord, un autre nom, tu essayes plusieurs choses? Oui, j'ai un peu essayé plusieurs choses parce que je voulais faire beaucoup de choses, mais il faut rester concentré et focus sur quelques fonctionnalités et pas tout faire. Donc au départ, avec l'envie de tout soigner, d'aider tout, il y a eu Telda et je suis partie avec un fameux incubateur sur l'île publique, Euratechnologie, et ensuite question de fonds que je n'avais pas pour développer. Je me suis dit avec le moral dans les chaussettes que c'était une bien belle aventure. Je vais peut-être devoir revendre tout mon travail, mes maquettes, etc. Tout était prêt, vraiment prêt à développer.
Et, Attends, Christine, tu et avais dans mes quitté ta boîte. Tu avais rejoint oui. l'incubateur, tu étais au Pôle emploi, c'est ça, on est d'accord? Ah oui, oui, oui. D'accord. Donc, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on a beaucoup de start-upers, de personnes qui se posent la question de monter leur entreprise qui nous écoutent. Donc, tu as fait une rupture conventionnelle? Oui, oui, c'est une rupture Tu avais conventionnelle. du Pôle emploi. En tout cas, tu avais du Pôle emploi. Donc là, tu mets Oui. ton âme, tu rejoins Euratechnologies. Et vas-y, donc, continue. Je t'ai coupé, je voulais juste savoir ça. Pas de souci. Et puis, j'ai aussi dépensé toutes mes économies. On m'a vu venir, hein. Quelqu'un qui n'est pas développeur, donc des agences de développement m'ont vu venir et puis j'ai acheté des services, hein. Et puis, j'ai rien eu à l'arrivée. Donc, ça a été une catastrophe. Je me suis dit, là, je dois encore apprendre beaucoup de l'entrepreneuriat pour éviter ce genre de déboires. Et vraiment, la mort dans les cheveux. Christine, Vraiment. juste si tu peux revenir là-dessus, justement, comme Samuel l'a dit, pour les start-upers qui se lancent, là-dessus, c'est important, si tu peux nous dire ce qu'il ne faut pas faire, justement, les mauvaises pratiques. Aller voir une agence comme ça, sans trop savoir ce qu'on veut, c'est le meilleur moyen de se faire pomper du fric. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement. La gestion de projet, c'était des termes que je ne connaissais pas. Je suis allée voir des agences et puis, comme ils parlent de développement, ils parlent d'un langage que je ne comprends pas. Donc forcément, c'est un langage métier que je dois apprendre. Et pour moi, ils savent ce qu'ils font. Donc j'ai fait confiance, vraiment confiance. Et au final, j'ai rien eu. Ouais, j'ai vraiment regretté. C'est vraiment dur. Dur qu'il ne m'ait pas dit on doit faire des maquettes, qu'ensuite il faille prendre des jours par personne. C'est 500 € par jour, un développeur. 500 € par jour. La première version que j'ai présentée, qui était vraiment touffue, hein, on m'en a proposé pour 600 000 €. C'est monstrueux. Je ne voulais pas vendre mon appartement et tout. Enfin, c'était pas possible. Et non, c'est un métier développeur. Développeur, en amont, il y a d'autres métiers. Il y a celui qui va faire le design. Et en amont, il y a les maquettes à faire. C'est des couches qui se superposent et chacun a son prix. Voilà. Et alors, l'enveloppe globale, personne ne me l'a donné clairement. Ouais. Christine, à ce moment-là, est-ce que l'incubateur te dit pas, parce que ça paraît gros, l'incubateur te dit pas que pour ton projet, c'est mieux de monter une équipe en résidence, c'est-à-dire d'avoir ton propre développeur, de convaincre quelqu'un de te rejoindre contre un peu de parts et un peu d'argent, etc. C'est-à-dire qu'ils ne te disent pas qu'aller voir une agence, c'est risqué, coûteux et que tu ne maîtriseras pas en plus ton produit? Oui. Non, je n'ai pas vraiment eu ce langage, ces conseils-là. Ça a été plutôt la course aux stagiaires. Les stagiaires d'école qui, eux, sont en 5e année de développement. C'est un super challenge pour eux. Donc, c'est très bien pour obtenir leur diplôme que de venir dans des startups et faire des vrais projets qui seront vendus. C'est des vraies entreprises. Mais avant d'être une entreprise, il n'y a vraiment pas de fonds. Et promettre la lune à des étudiants en leur disant oui, viens, rejoins ma team, c'est génial, on s'est bien entendu, t'as compris ce que je voulais, etc. C'est du vent, c'est des paroles, c'est des idées, mais en concret. Et derrière, il y a des familles, il y a beaucoup de personnes dans les écoles de développement qui sont en reconversion. Il n'y a pas que des jeunes. Il y a des familles, elles veulent être embauchées tout de suite. Et ça, il faut le comprendre, et je l'ai compris. Donc, on ne peut pas promettre, même si moi-même, j'ai espéré et cru pouvoir le faire, c'est-à-dire prendre mes stagiaires, comme on se connaît, de les embaucher tout de suite derrière, contre des parts, effectivement. Ça c'est à faire. Et en gestion, il y a tellement d'aspects
à gérer. La plateforme est quand même assez grosse, beaucoup plus grosse qu'un simple tunnel d'achat et c'est pas du retail, hein, c'est quelque chose qui se développe pas en très peu de temps. Donc du coup, on reste en autonomie très longtemps avant de vraiment développer quelque chose qui est vendable. Et on ne peut pas se tromper dans les agences immobilières, c'est un métier réglementé. On ne peut pas se permettre de se tromper. Les startups, elles peuvent sortir un MVP et faire quelque chose de presque approximatif pour sortir très vite, pour vite gagner de l'argent, pour vite embaucher, pour vite faire des levées. Ça, je l'ai compris. J'étais partie dans cette idée-là. Mais le métier m'a rattrapée. C'est-à-dire que je suis entrepreneur, je sers la profession immobilière, donc je suis tenue à une réglementation et beaucoup de fonctionnalités qui s'interconnectent. Et si je ne les fais pas toutes en une seule fois dans un produit de base, avant de développer la suite, eh bien, personne ne va me l'acheter. L'agence n'en voudra pas. Qu'est-ce qu'il voudrait d'une petite fonctionnalité unique? C'est pas possible puisqu'elle est liée en amont à la location ou en tout cas à la technique ou avec la compta gestion. Tout le monde est imbriqué les uns dans les autres. Donc la plateforme, elle est grosse, elle est immense même pour sa version de base. Et donc on ne va pas vite. C'est tout l'inverse d'une start-up. Donc, on ne peut pas promettre à des personnes de pouvoir les embaucher. Il faut que je vende, là, aujourd'hui, agence par agence, et puis me présenter en levée de fonds auprès de Business Angels ou d'autres investisseurs métiers qui vont rejoindre la team. Alors, la team, aujourd'hui, je suis CEO, je suis BizDev, et je peux parler avec les agences puisque je suis du métier. Donc, prendre quelqu'un dans mon équipe, ce sera soit quelqu'un qui fait le même métier que moi, qui peut parler aux développeurs que j'aimerais embaucher pour qu'il n'y ait pas de perte métier entre la compréhension d'un développeur et le métier. C'est-à-dire qu'un développeur doit comprendre et conserver le fil conducteur. Voilà. Ouais, c'est parfaitement clair. C'est parfaitement clair. C'est une aventure sur en fait un type de boîte qui a un coût de développement très élevé, du coup un coût d'acquisition assez élevé. Et en gros, si tu l'avais su avant, ce qu'il t'aurait fallu, c'est beaucoup d'argent dès le départ pour pouvoir justement développer ce produit, le faire sortir et commencer à vendre et gagner de l'argent après. En fait, c'est un type de boîte assez particulière parce que c'est au départ que les choses sont très chères à cause de toutes les couches qui s'imbriquent les unes dans les autres, ce que tu as expliqué. C'est ça, Eudes. C'était pas. C'est difficile d'être start-up dans l'immobilier. En fait, on ne peut pas l'être. On ne peut pas l'être. Le métier doit être conservé. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ouais. Vas-y. Combien, du coup, aujourd'hui, tu parles de vendre dans les agences. Combien ça coûte et quelles fonctionnalités on retrouve? Voilà. Et quelle est ton ambition un petit peu? Du coup, je vends donc aux agences petites et moyennes, donc qui ne sont pas digitalisées, tant qu'à faire. Voilà. Alors, ça petites va et moyennes, alors... tu peux situer? Moi, ça ne me parle pas. Enfin, en termes de lot, je ne sais pas. Une petite agence, c'est en termes de lot qu'on compte ou en termes de personnel ou je sais. Alors, une petite agence immobilière commence à gagner de l'argent, c'est-à-dire qu'elle peut être une vraie agence immobilière à partir de 150 lots. En dessous de 150 lots, c'est des vraiment très très petites agences et généralement elles font aussi de la transaction, c'est-à-dire de la vente. Sinon, c'est pas un métier qui rapporte énormément puisque ce sont des honoraires qui vont jusqu'à très grand maximum 10% par loyer qui rentre. C'est pas énorme. Donc, une personne va travailler toute seule sur un portefeuille de 150 clients, 150 propriétaires. Donc ça, c'est ta cible. Tu arrives à rentrer chez des gens comme ça ou c'est un peu au-dessus, toi?
Eh bien, tous ceux qui ne sont pas digitalisés, D'accord. Ok. mais qui veulent une solution pour rester dans leur marché sans se faire racheter par des groupes immobiliers. D'accord. Ok. Oui, donc ça, ton offre, c'est permettre à des agences qui sont indépendantes de rester indépendantes grâce à ta solution, c'est ça? Donc, Oui, donc eux de te poser la question, c'est quoi les fonctionnalités? Donc, Kimo, qu'est-ce que ça offre comme fonctionnalité? Donc, faire du lien, mais donc c'est via une plateforme, c'est ça? c'est une, c'est une plateforme Mhm. utilisée par les gestionnaires, donc tous les gestionnaires, location, technique, compta. Et puis, il y a une interface dédiée aux propriétaires, une interface aux locataires. Ils peuvent s'échanger des documents, D'accord. transmettre des documents. On stocke, on centralise. Le gestionnaire peut visualiser et accepter les documents s'ils sont lisibles, etc., avant de les traiter, puis les classer. Et le locataire, par exemple, a visu sur tous les documents que d'ordinaire les agences envoient par mail ou courrier. Ok. Donc, on va faire des gains de timbre, de déplacement aussi, puisqu'il y a un système de messagerie qui est accessible aux propriétaires comme aux locataires. S'ils ont eu un problème dans la copropriété ou dans le logement, ils peuvent communiquer n'importe quand dans la semaine, la nuit, le week-end, et Est-ce le qu'on peut envoyer gestionnaire des va pouvoir photos? On traiter. peut envoyer des photos, c'est possible? Oui, tout type de Notamment, support. j'ai le genre de problème. Moi, j'utilisais beaucoup les smartphones, etc. Donc, c'est envoyez-moi une photo. Donc, c'est souvent, ben, j'ai de l'humidité, j'ai du salpêtre sous ma fenêtre. Est-ce qu'on peut Oui, dire, bah tiens, j'ai du salpêtre, je vous envoie une photo, c'est comme un ticket, quoi. Il crée un ticket chez toi, c'est ça? c'est Enfin, ça. chez l'agence, Oui, pardon, c'est ton client. L'agence le reçoit, peut décider de le forwarder, de l'envoyer pardon, au propriétaire, et ensuite, c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, on gagne en fluidité, c'est ça? oui. Alors, il faut savoir que quand un propriétaire signe un mandat de gestion dans une agence, c'est pour ne pas traiter avec son locataire en direct. Donc, le flux se passe du locataire vers le gestionnaire, Mhm. mais jamais vers le propriétaire. Oui, Là, on est bien en B2B. mais toi, cette photo, tu peux l'envoyer au propriétaire pour qu'il constate et lui dire bah, je fais un devis, etc. On est là, sans avoir le nom du locataire. Oui. Ah oui, effectivement, oui. La photo, elle est incluse dans le carnet d'entretien du logement Mhm. ou de l'immeuble et le propriétaire a visu dessus, bien évidemment. Il a visu sur les devis que le gestionnaire technique va faire, sur les futures factures, il saura tout, il saura où en est la gestion de son immeuble. Donc c'est un véritable extranet, c'est ça? C'est un peu comme si on avait un extranet ou une messagerie euh, qui permet de faire du lien plutôt que d'envoyer un email, il te remonte directement l'information. C'est génial, quoi. C'est complètement adapté aux moyens modernes de communication, c'est ça? Voilà, voilà. Il y aura des appels et des alertes, des rappels automatisés, les tickets. Donc, ça sera un sacré gain de productivité pour le gestionnaire. Tu Il va dis pouvoir il gagner y beaucoup de aura, temps. il y aura, Christine, ça ne tourne pas aujourd'hui ou ça tourne, ta plateforme? Alors, la plateforme, elle est sur la fin du développement. D'accord. C'est-à-dire que là, on rentre, j'ai 2 clients qui m'attendent et on fait l'intégration de leur portefeuille dans 15 jours. C'est prévu dans 15 jours. Donc tu lances là, en fait, oui. Donc Kimo, c'est Je un suis en produit lancement, oui. qui est en lancement. D'accord. Donc tu es en bêta là. Ok. Donc tu vas être en bêta avec des clients. Bravo. Bravo. Oui, Donc ah, là, c'est chaud patate à mon avis. Ça doit être un peu tendu au niveau du dev, etc. c'est très tendu, c'est très chaud. Je ne sais plus vraiment comment je m'appelle. C'est dur.
C'est pour ça que tu n'avais pas d'internet au début, ça ne marchait pas. Voilà, c'est tout à fait normal. Ok, bah bravo, écoute, félicitations. Donc 2 clients qui t'attendent. Donc là, tu vas être dans le live, dans le dur. Donc tu vas commencer seulement à faire du chiffre d'affaires. Oui. Donc en mars ou avril, tu as lancé ta boîte il y a combien de temps? Et ben, je l'ai lancé pour l'année dernière, en 2021, pour pouvoir payer les développeurs. Donc 2021, donc 1 an avant de faire du chiffre. On est d'accord, c'est ça? Donc juste pour Oh ceux oui, qui oui. nous entendent, comprenez le délai entre le moment où je lance. Ce n'est pas une sandwicherie où j'ouvre et à midi je peux vendre des sandwichs. Là, c'est beaucoup plus long, le temps de développement. Donc il s'agit. Bravo, écoute, félicitations, hein, c'est génial. Du Ok. coup, et il y a quand même quelque chose à signifier, c'est que le temps de développement aurait pu être plus court si j'avais des développeurs dédiés rien que sur mon projet. D'accord. Ok. On aurait pu faire beaucoup plus court. 6 mois peut-être. D'accord. Et justement, ça allait être ma question. Merci en tout cas pour tous ces partages, pour l'honnêteté de tes partages, Christine. Moi, justement, ma question ça aurait été, si tu pouvais donner 1 ou 2 tips vraiment pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont liés à ton histoire et à ton parcours, justement. Des erreurs à ne pas commettre, par exemple. Alors déjà, quand on arrive quand on arrive avec un projet, qu'on sait que ça va être génial pour un utilisateur, déjà quand on a confirmé notre étude de marché, qu'on a trouvé vraiment les bons utilisateurs, après il faut avoir les oreilles à Dumbo, c'est-à-dire comprendre tous les sujets, que ce soit de l'entreprise, comment on fait fonctionner, l'aspect comptabilité, après l'aspect management, l'aspect toutes les stratégies, donc les stratégies de développement, comment on fabrique notre outil, l'outil qu'on va vendre, bien connaître, bien s'informer avant et bien réfléchir et demander à beaucoup de monde en amont avant de faire quoi que ce soit, avant de signer quoi que ce soit. Et puis aussi, savoir s'identifier le plus rapidement possible. C'est-à-dire que j'ai été baignée, par exemple, dans un monde de start-up qui va très vite. Et c'est difficile de trouver. J'ai mis beaucoup de temps à trouver ma place. J'essayais de tirer mon métier vers la start-up, mais j'étais pas à mon aise parce que ça pouvait pas se faire. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il faut respecter ça. Trouver sa place le plus rapidement possible, c'est bien. On calque pas son projet sur une généralité de start-up, un chemin tout tracé. Il n'y a pas de chemin tout tracé. Il faut parfois s'adapter et il faut être agile à s'adapter à son business, au business qu'on veut lancer. C'est ça. Il faut. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aime beaucoup ton deuxième conseil, être capable de trouver sa place. Ça rejoint beaucoup. Eudes, tu as coupé ton micro. Ouais, Eudes, je ne t'entends plus. Merci. Ouais, je disais, j'aime beaucoup le deuxième tip que tu donnes, être capable de trouver sa place. Ça rejoint beaucoup ce que dit Aurélien Donozio. Il dit, ma boîte, enfin dans une interview, il a dit, ma boîte, c'est pas une licorne, et alors, j'apporte de la valeur. Tous les jours, mon équipe se lève, donne le meilleur d'elle-même pour des gens qui sont contents de ce qu'on offre. Donc voilà, je suis content de ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce truc de je suis une startup, est-ce que je suis la prochaine licorne, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et ce que tu as dit, c'est un peu la même chose. On n'est peut-être pas capable de suivre ce chemin tracé un peu dans l'imaginaire de tous de la startup. Il faut trouver sa place et être capable d'avancer avec ses valeurs et apporter ce qu'on doit apporter à nos clients. Oui,
c'est apporter quand on a une société qui apporte de la valeur à un client. D'ailleurs, le client achète parce qu'on a une valeur. C'est plutôt dans ce sens-là que ça va. Si, ouais, faut faire plaisir au client, il faut s'adapter au client. Enfin, plaisir. On va pas faire toutes les J'entends. fonctionnalités que le client veut, mais, Ouais. mais oui, c'est la valeur qui est proposée au client qui sera achetée par le client. Mm. Trouver Top. sa Merci place. beaucoup, Christine. Merci pour ce temps. Merci pour tous ces partages. On va suivre un petit peu. Je pense que tu partages sur LinkedIn. On peut te retrouver sur LinkedIn un petit peu pour te suivre. Oui, il y a une page pro. Bon, au début, un peu comme on disait dans les startups, il faut donner les échelons gravis. Mais là, maintenant que je me lance, je vais commencer à communiquer pour le B2B, faire des bons conseils bienveillants entre agences et locataires, etc. Voilà, c'est le but. Merci, Christine. Bon, c'est bon. Écoute, ouais, il faut que tu nous. C'est intéressant pour nous de savoir comment tu évolues, de savoir tes lancements, de suivre. On partagera ça. Écoute, merci beaucoup. Hein, effectivement, c'est chouette. Je pense que c'est des moments stressants, émouvants, et c'est intéressant parce que c'est un métier. Alors moi, pour l'avoir pratiqué, où je sens ta passion dans d'exercer ton métier, d'avoir été comptable, etc. Moi, j'avais une comptable et elle était passionnée, une gestionnaire tout court, gestion locative, passionnée. Parfois, les gens la trouvaient dure. Elle n'était pas dure, elle était profondément intègre. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi elle était parfois aussi dure au téléphone, etc. Mais c'est qu'elle était juste honnête, intègre dans la défense, que ce soit du propriétaire quand il s'agissait de défendre ses droits, du locataire, et de mettre de l'huile dans les rouages pour que ça passe bien. C'est très chronophage, c'est des boulots profondément durs, comme les syndics de copropriété, qui sont des métiers détestés, mais qui sont des beaux métiers, parce qu'une copropriété, pour être bien gérée, il faut un bon syndic. Donc c'est passionnant, et c'est des métiers qui n'ont pas évolué pendant des années. Et aujourd'hui, on se rend compte que le digital peut avoir une réelle valeur ajoutée. Donc ça, c'est super intéressant pour nous de savoir, en termes de PropTech, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle solution. Donc c'est hyper intéressant de savoir tout ça, tout cet écosystème, parce que c'est des métiers où on est noyé entre des énormes styles Foncia, pour ne pas les nommer, sur lesquels tu as peu de relations en fait, et c'est très difficile en tant que locataire ou en tant que propriétaire de t'y retrouver si tu veux. Et, ok. Écoute, merci, on se dit à très vite et tiens-nous au courant.